Europe 1 Soir. 19h, 21h, Hélène Rouet. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez, chers auditeurs. J'accueille mes débatteurs du soir. Vincent Roy, journaliste et essayiste, bonsoir. Bonsoir Hélène. Bonsoir Elliot Maman, journaliste et chroniqueur. Bonsoir. Et mon invité en studio, Thibaut de Montaigu. Bonsoir, journaliste et écrivain, auteur de Cœur, publié à Albin Michel en 2024, qui a également obtenu le prix Interallié. Alors vous êtes fasciné pour l'histoire Delphine Jubilard. En 2025, vous avez signé un grand récit dans le Figaro magazine et vous disiez plus on creuse, moins on y voit clair, et vous terminiez par cette phrase: mais Delphine mérite de mettre enfin un point final à cette histoire. On y est ? On y est, enfin, mais pas tout à fait un point final, parce que je pense que Cédric Jubilard, qui est passé aux aveux et qui a indiqué où était le corps de Delphine, laisse entendre que c'est un meurtre involontaire, alors que moi je suis persuadé depuis le début qu'il y a préméditation. Je pense d'ailleurs qu'il a compris qu'il allait perdre en appel, et que sa seule stratégie pour minimiser sa responsabilité, c'était de laisser croire en effet qu'il ne l'avait pas tué intentionnellement. Alors sur la fascination, alors on sait que les Français aiment beaucoup les faits divers comme d'autres avant l'affaire Jubilard, mais vous dites vous-même que vous avez compté le nombre d'habitations dans le périmètre sur Google Earth. Comment vous expliquez cette fascination précisément dans l'affaire Jubilard ? Pourquoi ? Tous les ingrédients sont là ? Tous les ingrédients, en effet, l'énigme d'abord, puisque c'est un meurtre parfait, un meurtre qui a été longtemps sans corps, sans scène du crime, sans aveu. Donc forcément, il y a une histoire à écrire et la raison a horreur du vide. Ensuite, il y a la victime, Delphine, qui est extrêmement touchante, qui attire la compassion, qui était vraiment une mère dévouée, une infirmière de nuit que tout le monde adorait. Donc il y a une sorte d'injustice. Et puis enfin, la duplicité du personnage de Jubilard, puisque ça fait quand même 6 ans qu'il nie, et ça fait 6 ans qu'on se demande comment ce peintre plaquiste qui fume 10 pétards par jour, qui est incapable de tenir un boulot, a réussi le meurtre parfait. Oui, c'est ça. Et alors, justement, en automne 2025, Cédric Jubilard, donc c'est la justice qui disait ça, il ne laissait percevoir aucun remords, aucune empathie. Et là, maintenant, on est face à ce revirement. Est-ce que vous êtes persuadé que c'est une stratégie de défense ? C'est-à-dire qu'il va essayer d'obtenir en appel 24, 25 ans et non plus 30. Et en fait, comme il en a déjà fait 5-6, il se retrouvera avec 20 ans de réclusion qui lui reste. Donc, est-ce que c'est ça sa véritable stratégie ? Il collabore avec la justice pour faire réduire sa peine ? Ou vous pensez qu'il y a une espèce de petit début de repentir ? Pas du tout, je pense j'ai suivi le procès également à Albi, il a montré aucun sentiment, aucun repentir. Surtout, c'est un joueur de poker, c'est quelqu'un qui jouait en ligne à des jeux. D'ailleurs, le matin même de la disparition de Delphine, il jouait à Game of Thrones. C'est un provocateur, il a quand même accueilli les policiers avec un pyjama panda. Enfin, maintenant qu'on sait ce qui s'est passé, on se dit ce type est hallucinant. Et donc, il a joué tout le temps à disséminer des indices. Et finalement, il est très fier d'avoir mené en barque tout le monde. Il en tire un orgueil incroyable. Il dit: je suis le mec le plus connu du Tarn, j'ai eu tout le monde. Il s'en est vanté à ses codétenus à certains moments. On n'a jamais réussi vraiment à prouver ce qui s'était passé. Mais là, je suis encore persuadé qu'il joue, quoi. Vincent Roy. Oui, mais alors, je vous écoute là, mais c'est tout de même un homme qui a été trompé, qui a été bafoué d'une certaine manière, parce que Madame Jubilard, évidemment, elle est reconnue comme étant sans doute quelqu'un de très bien, mais elle a quand même... Vous faites l'avocat du diable, Vincent. Oui, exprès, pour que c'est un peu de dynamisme. Elle a quand même été trompée, il est bafoué cet homme, non ? Alors c'est le mobile en effet, puisqu'ils étaient en instance de divorce, elle avait un amant, elle allait reconstruire sa vie ailleurs, mais c'était très clair entre eux, ils le savaient, ils savaient que le couple allait extrêmement mal. Et d'ailleurs, moi c'est ma thèse, c'est-à-dire que dans ce féminicide, généralement dans un féminicide, quand on tue son conjoint, on veut juste qu'il ne poursuive pas sa vie sans nous, et souvent on passe assez facilement aux aveux, ou on essaye même d'attenter à ses jours. Lui a continué à habiter dans la même maison, à faire comme si pendant tant d'années, parce que je crois qu'encore plus profondément, il y a cette histoire de sa maison, en fait, qu'il avait construite de ses propres mains, qui était le projet d'une vie, presque une revanche sur son enfance qui était cabossée, où il avait été traîné de famille d'accueil en famille d'accueil, et Delphine qui allait partir, ils allaient vendre la maison, il allait perdre ses crédits, il allait perdre la seule chose qu'il avait réussi à bâtir dans sa vie, et je pense que c'est le véritable mobile du crime. C'est la maison. C'est la maison. Justement, en parlant de la maison, vous vous êtes rendu sur les lieux. Qu'est-ce que vous avez ressenti ? Quelle était l'atmosphère dans le village, devant la maison, les voisins ? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Alors la maison, c'est étonnant puisque c'est comme un portrait vivant de Cédric. C'est une maison donc ils ont acheté ce terrain à crédit et il n'a jamais terminé cette maison. Donc il y a encore les parpaings sans crépi, il y a la terrasse en rambarde, il y a pas de revêtement et il y a même sa vieille voiture qu'il a jamais réussi à réparer. Elle est toujours là avec la vitre brisée, avec des pots de peinture et tout ça. Et donc c'est vraiment la manière dont il menait sa vie, chaotique, sans un côté je m'en foutiste extrêmement fort. Il y a encore les mégots de ces pétards par terre. Il y a 12 pétards par jour. 12 pétards par jour. Donc on comprend finalement... Ce qui est très étonnant, c'est qu'on peut d'ailleurs y pénétrer assez librement. Et donc, on comprend qui était cet homme et la misère finalement de leur vie, quoi. C'était une vie extrêmement triste dont, justement, Delphine a essayé de fuir parce qu'elle, c'était la responsable, c'était elle qui apportait de l'argent, c'est elle qui gagnait sa vie. Et le jour où elle a décidé de le quitter, pour lui, ça a été insupportable. Depuis le drame, qui a récupéré les enfants ? C'est la sœur de Delphine qui s'occupe d'eux. D'accord, ok. Voilà. Elliot Maman. Oui, vous disiez à l'instant que habituellement dans les féminicides, ou du moins dans les affaires où des hommes tuent leurs femmes, il y a immédiatement, ou du moins de manière très rapide, un passage à l'aveu. Pourquoi est-ce qu'en l'occurrence ça n'a pas été le cas ? Vous pensez véritablement que c'est cette question de l'ascension sociale qui différencie le cas Jubilard des autres cas similaires ? Non, je pense encore une fois qu'il a vraiment pensé flouer tout le monde et flouer son monde. Il s'est dit finalement, j'ai eu tout le monde parce que, je veux dire, ce qui est hallucinant quand on voit les battus, les hélicoptères, les drones qui ont été mis, qui ont essayé de rechercher Delphine pendant des mois et des mois, ils n'ont rien trouvé. Je crois qu'ils n'ont jamais fouillé la zone d'ailleurs qui est en train d'être fouillée en ce moment même. Et finalement, il s'est dit, je suis plus fort que la police, je suis plus fort que la justice, je suis plus fort que tout le monde. Et je crois qu'il y a un sentiment d'omnipotence. Et donc, c'est quand même quelqu'un qui a tenu son mensonge pendant 6 ans. C'est hallucinant. C'est énorme, ouais. Vincent Roy. Mais alors pourquoi est-ce qu'il a tué sa femme ? Comme je vous le disais, c'est que, il ne supportait pas le divorce, le fait qu'elle le quitte, mais encore plus loin, je pense que c'était la fin de cette chose qu'il avait réussi à créer avec elle, cette maison, et c'était vraiment elle le pilier financier. Donc c'est une blessure narcissique. C'est à la fois une blessure narcissique. Oui, je pense que c'est vraiment une blessure narcissique dans le sens où si elle partait, c'est toute sa vie qui s'effondrait et donc c'était un raté. C'était un raté. La dernière chose qui lui restait, c'était Delphine et cette maison. Sans Delphine et cette maison, il revenait à ce qu'il avait toujours été depuis enfant, un raté qui réussirait jamais sa vie. Mais il avait quand même 2 enfants. Et ça n'a pas compté pour lui. Mais imaginez quand même, il avait 2 enfants qui dormaient à la maison la nuit du drame. Donc c'est quand même quelqu'un qui a tué sa femme, qui l'a transporté en bagnole, qui l'a enterré, qui est revenu alors que les enfants dormaient, qui a appelé les flics, qui a reçu les flics. Donc je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucune empathie pour réaliser un tel meurtre dans de telles conditions. De toute manière, il n'a aucune empathie. Et donc je pense malheureusement, il n'a aucune empathie pour ses enfants. Il y a un côté aussi qui a permis évidemment à la fascination de cette histoire de grandir, c'est ce qu'a raconté cet ancien codétenu Marco, c'est-à-dire que Cédric Jubilard se confie à lui en prison, sauf qu'évidemment c'est le genre de paroles que dans un procès on ne peut pas les recueillir, mais en tout cas c'est-à-dire tout le monde l'a appris à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Cédric donc a tout dit à son codétenu ? Alors, il faut savoir qu'il était à l'isolement, donc c'est des conditions de détention assez particulières. Je pense qu'il avait personne à qui parler et que évidemment, il a un côté fanfaron. Donc, à mon avis, à un moment donné, il a voulu s'en vanter. Il s'est vanté, ouais. Il s'en est vanté, mais en même temps en jouant avec Marco parce qu'il a indiqué une fausse piste. Il lui a indiqué une ferme qui était tout près du domicile à Cagnac-les-Mines, qui après les révélations de Marco a été fouillée de fond en comble et on n'a absolument rien trouvé. Donc on s'est dit, encore une fausse piste de Cédric Jubilard qui se joue de tout le monde. Donc il a donné un peu de vérité, mais pas toute la vérité encore à son codétenu. Et alors, est-ce que l'endroit où il y a des fouilles aujourd'hui, est-ce que ça aurait pu déjà être fouillé là-bas ? Est-ce que ça peut être évoqué ? Enfin, c'est vrai qu'en fait, on se demande pourquoi cet endroit-là, qui est quand même à une dizaine de kilomètres a priori du domicile, comment vous expliquez, vous, qu'il n'ait pas été fouillé par les gendarmes ? Est-ce que c'est vraiment... Cédric Jubilard a réussi à la cacher de telle sorte à ce que les gendarmes ne se disent pas ça ? Parce qu'on se dit à une dizaine de kilomètres, quand même,
Je veux dire, les fouilles, il y avait forcément des fouilles pas loin. Ouais. Alors, je ne me l'explique pas, notamment à cause des moyens qui ont été mis en œuvre. Comme on l'a dit, il y a eu des spéléologues, des plongeurs, des drones thermiques. Enfin, il y a eu un déploiement de moyens absolument hallucinant dans des endroits beaucoup plus éloignés, même en termes de kilomètres. Ce qui est certain, c'est que Cédric Jubilard connaissait très très bien la zone, qu'il a très certainement repéré les lieux. Il a laissé entendre qu'il avait peur que le corps réapparaisse à cause du ruissellement à une de ses amantes en prison, notamment. Et donc, je pense qu'il a effectivement très très bien planifié son coup. Sur la préméditation, faut dire également que c'était la première nuit du couvre-feu, juste après le second confinement. Il a éteint, d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui va dans le sens de la préméditation, il a éteint son portable à 22h. Son portable de toute l'année n'a jamais été éteint, sauf cette nuit-là. Et Delphine regardait encore la télévision à 23h avec leur fils Louis. Donc ça veut dire qu'il a éteint son portable en sachant précisément ce qui allait se passer ensuite. C'est assez glaçant. Merci beaucoup Thibaut de Montaigu, journaliste et écrivain, auteur de Cœur aux éditions Albin Michel qui est paru en 2024. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.